Vous savez quoi? Bonjour. La fois dernière, vous le savez si vous m'êtes fidèle, ce dont je ne doute pas car l'amour que je vous porte est comme tous les amours, aveugle. La fois dernière, donc, j'ai commencé une série de 3 vidéos, dont voici la deuxième, portant sur les prophéties dans l'art. Et comme il n'y a aucune raison de ne pas tenir mes engagements, je continue donc et je ne m'arrêterai jamais, si ce n'est donc à l'issue de la 3e partie qui ne saurait tarder. Dès lors, comme disait Jacques, pour ceux qui viennent tout de même d'arriver, sachez que dans la première partie, avec une verve incroyablement croquignole qui est ma marque de fabrique, j'ai délicatement écorché le mythe des prophéties, tout en continuant à utiliser ce mot pour parler des œuvres prospectives, mais voilà. J'ai pris Nostradamus dans une main, le pauvre et usurpé Saint Malachie dans l'autre, et je te me les ai vous démonter comme pas deux. Le premier, avec ses quatrains nébuleux qui seraient soi-disant capables de prédire l'apocalypse. Mais il aurait mieux valu que Nostra, comme on l'appelle de par chez nous, prophétise tout simplement « La fin du monde n'est pas pour demain matin ». Avec ça, il aurait été porté au nu chaque matin tranquille, et tranquille lui-même si elle était survenue un matin. Mais non, il a préféré faire des quatrains qui n'ont jamais servi à prévenir quiconque de quoi que ce soit, puisque chaque fois qu'il y avait un événement majeur dans le monde, la surprise était totale. Ce n'est d'ailleurs qu'après ces événements que des petits pas très malins ont scandé que Nostradamus avait vu juste. Et encore, il aura fallu bien triturer les textes pour qu'il colle à la réalité. Le second, quant à lui, le pauvre Saint Malachie, est soi-disant l'auteur de la prophétie des papes, alors qu'il a été prouvé qu'il était mort depuis longtemps lorsque ces petites locutions latines, censées définir les souverains pontifes jusqu'à la fin des temps, qui devraient survenir après notre François Ier actuel, ont été pondues. La preuve, disais-je excellemment dans la première vidéo, les papes d'avant 1595, date à laquelle cette prophétie est soudainement apparue, sont définis avec une précision étonnante et ceux d'après avec un flou artistique tout aussi troublant. Ben tiens, comme par hasard. Mais bon, comme Saint Malachie ne profite jamais, l'exercice fut finalement assez facile pour moi. D'autres l'avaient fait avant, et puis surtout, mon objectif était ailleurs, et suis donc demeuré superficiel dans ma démonstration. Je ne suis pas un débunker professionnel, ni même vulgarisateur, laissez-moi tranquille, je vous en prie, ah là là. Le but de cette vidéo, comme de celle-ci d'ailleurs, était de vous montrer que dans l'art, certaines œuvres sont désormais réputées prophétiques, parce qu'elles ont visé juste. Du coup, certaines personnes en mal d'explication extraterrestre y ont vu je ne sais quelle main de Dieu, alors qu'il s'est toujours agi d'une simple perspicacité des artistes. Alors, après ce débunkage survolé, puisque le vrai thème est l'art prophétique, je vous ai parlé des films qui avaient visé en plein milieu de la cible dans l'exercice difficile de la prédiction. Aujourd'hui, on va éteindre la télé. On va s'asseoir quelque peu avec un thé, un café, un cigare, un joint, une pipe, bien que votre femme puisse se relever et participer également, dans un bon fauteuil ou vautré dans le canapé. Et on va causer littérature. Littérature prophétique. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Certains ouvrages littéraires sont des bastions de sagesse et de clairvoyance, comme on dit quand on a à cœur de défendre la littérature contre la société tiktokesque. Non seulement ils sont prenants et intelligents, mais aussi ils ont su transcender les âges pour offrir aux manants que nous sommes des perspectives étonnamment précises sur notre époque actuelle. Afin que nous puissions nous dire, entre 2 McDo burp 6 ans, que quand même c'est dingue comme avant, on savait lire dans les boules de cristal, ou de n'importe qui d'autre. Les livres prophétiques dont je vais vous parler parce que je n'ai que ça à foutre ont été écrits à des moments spéciaux de l'histoire, pour peu qu'il y ait des périodes quelconques, ce qui n'est pas prouvé. Des époques où les prémices des thèmes abordés dans les 10 bouquins battaient leur plein. Les auteurs ont eu le bon goût d'analyser l'époque et de se demander ce qui allait advenir de l'humanité dans un futur plus ou moins proche si les phénomènes naissants se développaient jusqu'à en devenir prégnants quelques années plus tard. Publié en 1949, 1984 est sans doute le plus connu d'entre les livres prophétiques. Il s'agit d'un roman dystopique, c'est-à-dire qui dépeint un monde dirigé par un régime despotique sur des citoyens complètement impuissants. Il a eu un impact indélébile sur notre compréhension du pouvoir, de la surveillance et de la manipulation de l'information. George Orwell, qui en est l'auteur, et je vous le dis sans vouloir vous manquer de respect, imagine un monde où l'État totalitaire, dirigé par le parti unique, exerce un contrôle absolu sur les individus, annihilant toute forme de liberté individuelle. Ça devrait nous rappeler quelque chose de très actuel, en Corée du Nord bien entendu, mais aussi bien plus proche de nous, avec ce glissement très lent et progressif vers une société qui nous surveille tant et plus.
À la différence qu'à notre époque, c'est plus le privé qui, à travers nos cartes de fidélité et nos applications en tout genre, nous épie et nous fait rester dans la droite ligne d'un politiquement correct qui lui-même, j'en suis sûr, plairait à mon patron. Le saviez-vous ? Avec nos cartes de fidélité, on peut même dire si vous êtes alcoolique, si vous avez beaucoup d'amis et si vous êtes de droite ou de gauche et même, madame, à quel jour du mois sont vos règles. D'ailleurs, Orwell explore comment la technologie peut être utilisée pour exercer un contrôle oppressif sur la société. Il crée le concept de Big Brother, une figure omniprésente, au nom initialement rassurant, grand frère, devenu presque un nom commun et qui symbolise la surveillance constante. Dans le bouquin, les écrans de télévision surveillent les citoyens. La police de la pensée, une espèce de LFI mais qui serait au pouvoir, traque les moindres écarts idéologiques et le langage est manipulé pour restreindre la liberté de penser via la novlangue. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la prolifération des caméras de sécurité, la collecte massive des données personnelles par nos gouvernements et les GAFA notamment, et la diffusion des fausses informations, parfois par les plus grands complices involontaires de ces institutions, à savoir nos compatriotes complotistes ou tout simplement peu soucieux de la vérité, tout ça rappelle l'univers orwellien. Les révélations d'Edward Snowden récemment sur la surveillance de masse menée par la NSA ont renforcé la pertinence prophétique de 1984, démontrant que la frontière entre fiction et réalité est parfois ténue et que les complotistes n'ont pas, sur ce coup-là, tout à fait tort. Ce livre est à lire absolument, vous en avez le devoir, fût-ce pour que votre compte Amazon puisse comprendre comment vous êtes subversif et transmettre l'information de vos lectures éclairantes au ministère de l'Intérieur. Achetez-le. Achetez-le seulement. Un autre livre dont on peut dire qu'il est le plus connu d'entre les livres prophétiques et pour lequel vous allez me dire « Ah ouais, c'est vrai », quand je vous en aurai dit le titre, c'est-à-dire tout de suite, c'est « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Ah ouais, c'est vrai. Écrit en 1932, le livre est tout aussi dystopique que l'autre, mais cette fois-ci, c'est le conditionnement scientifique et la manipulation génétique qui sont utilisés pour maintenir l'ordre social. Les individus sont créés en laboratoire, prédestinés à occuper des rôles spécifiques dans une hiérarchie rigide. Ils sont également maintenus dans un état de satisfaction artificielle grâce à la drogue Soma. Soma. Sérieux, ça ne vous dit rien? Bon, puisqu'il faut que je dise tout ici, parce que vous n'êtes même pas capable de vouloir être un minimum complotiste, Soma, si vous remplacez 4 lettres et que vous en ajoutez 4 autres, eh bien ça fait Internet. Eh oui, il faut pas chercher plus loin, croyez-moi, je suis youtubeur. Dans ce roman complètement fascinant, Huxley est terriblement visionnaire. Et inversement. Presque toutes ses phrases, quand elles ne sont pas des citations, sont des prédictions. Et il les réalise à propos de la façon avec laquelle une dictature peut prendre possession des âmes du peuple, rien qu'en assénant des mensonges qui, à force, deviennent des vérités. Et pourtant, Goebbels, considéré comme l'inventeur de la propagande politique moderne, n'allait sévir que plusieurs années plus tard. Huxley a tout compris des méthodes d'endoctrinement. Par exemple, il dit dans ce livre « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Par ailleurs, le contrôle est assuré non pas par la répression brutale, on n'est pas des sauvages, merde, mais par le conditionnement et la gratification instantanée. La société valorise le consumérisme, la conformité et l'hédonisme, tout en éradiquant l'art, la science et le petit Jésus comme source de désordre potentiel. Et donc, bien sûr, le roman anticipe de nombreuses questions actuelles liées au contrôle social, dont un exemple allait arriver dès 1933 en Allemagne. Sans aucun doute, Huxley a vu la tempête venir, l'entre-deux-guerres étant clairement à la nuit et au brouillard déjà. Et puis, plus étonnant encore, il a vu dans les années 30 ce que deviendrait le monde occidental au XXIe siècle. La quête d'un bonheur instantané, la consommation débridée comme seule philosophie, les technologies numériques et la manipulation des masses par le plaisir. Tiens, pourquoi je pense à mon ex-femme, moi, tout à coup ? Le livre suivant s'intitule « Neuromancien ». Il date de 1984, comme par hasard, et son auteur est William Gibson. Ce roman est considéré comme le roman fondateur du genre cyberpunk.
C'est-à-dire qu'on est encore dans la dystopie, mais avec une touche rock'n'roll, notamment dans les décors et les costumes. C'est un peu Dick Rivers dans Matrix, quoi. Le cyberpunk est sombre, sale, et pour tout dire, pas très joyeux. Le message des œuvres qui s'y rattachent, c'est souvent qu'il ne sert à rien de youpi tralalé comme de beaux diables, on va quand même tous mourir, et de préférence dans d'atroces souffrances morales. L'histoire suit Case, un hacker désabusé dans un monde futuriste où la cybernétique, les intelligences artificielles et la réalité virtuelle dominent le quotidien. 40 ans plus tard, tiens donc, on touche cette réalité du doigt. Gibson a imaginé un avenir où les hackers naviguent dans le cyberespace de l'IA comme on surfe encore actuellement sur Internet, et où les intelligences artificielles sont des entités puissantes et parfois incontrôlables. Le roman aborde évidemment des thèmes tels que la déshumanisation, la réalité virtuelle et la manipulation des identités numériques. L'humain se perd totalement dans ce monde qu'il a pourtant créé pour plus de bonheur, avec de vrais morceaux de licorne dedans. Déjà, là, nettement, c'est de la prophétie, ou à tout le moins de la belle analyse prospective. Neuromancien a déjà eu, malgré sa jeunesse, un impact profond sur la culture populaire et a préfiguré de nombreux concepts modernes. Comme Star Trek a motivé les inventeurs du téléphone portable, de la tablette, du Bluetooth, de la reconnaissance vocale et même des hologrammes, Neuromancien a préfiguré le monde actuel dans ce qu'il a de plus pathétique, numériquement pathétique. Il a même et par exemple créé le concept du cyberespace, influençant par là notre vision d'Internet et de la réalité virtuelle. Il n'a donc pas seulement été prophétique, mais aussi inspirant. Des films comme Matrix ont puisé directement dans l'univers et les idées de Gibson. Par exemple, dans sa capacité à anticiper l'importance croissante des technologies numériques dans notre vie quotidienne. Et je vous jure que je ne sais pas pourquoi je fais des phrases aussi sérieuses alors que vous avez payé pour m'entendre dire des conneries. Donc, si vous le permettez, je vais vous raconter une blague. Quelle est la différence entre une fille de télé-réalité et ChatGPT? Réponse, aucune, c'est bien joli, mais c'est pas très utile, et puis qu'est-ce que ça bouffe comme beat? Bref, les thèmes centraux du roman, sorti, je le rappelle, l'année où Jean-Pierre Madère chantait « Disparu », c'est dire qu'on était à milieu d'imaginer une intelligence, fût-elle artificielle. Les thèmes centraux, donc, sont évidemment les questions d'identité, de confidentialité et de sécurité dans le monde virtuel, dont la frontière avec le réel est une fois de plus en plus floue. Heureusement, de nos jours, on peut être plus ou moins certain que, quoi qu'il advienne, la 3D, les hologrammes ou l'odorama, il s'agira toujours essentiellement de construire des immeubles pixelisés en forme de chat, à montrer ce qu'on a mangé au restaurant et à regarder du porno. Ouf, rien ne changera vraiment. L'exercice le plus difficile lorsqu'on décide de faire une vidéo sur les œuvres prophétiques, c'est de renoncer à en évoquer certaines. Franchement, j'aurais pu vous parler de Nous autres, de Evgueni Zamyatin, mais ça faisait un roman dystopique de plus et je sens qu'il y en a marre. J'aurais pu également vous parler des Fleurs du mal de Baudelaire, écrit à une époque de grands changements sociaux, notamment par le fait de l'industrialisation à outrance, et parce qu'il a réussi dans ce recueil de poésie incroyable à parler de sentiments tellement what the fuck pour l'époque qu'il en a été condamné à une lourde peine. Sentiments qui aujourd'hui sont d'autant plus d'actualité qu'ils émergent dans une société également à la charnière de deux mondes, le passé peut-être un peu plus sensuel que le présent qui lui est fait de réseaux sociaux désamourants. J'aurais enfin pu vous parler du Petit Prince qui symboliquement a dressé le portrait craché des adultes d'aujourd'hui, complètement gamins mais qui paradoxalement en ont oublié les aspects les plus beaux de leur propre enfance. Du coup, comme disait le laryngologue, j'aimerais vous parler d'un dernier bouquin qui passe encore de nos jours pour une œuvre prophétique. Et pas seulement prospective, non, carrément prophétique. C'est-à-dire que le parallèle qui a pu être fait entre l'œuvre et des faits précis est à tout le moins troublant, comme disait le gynécologue de Neuilly. Ce livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant 1912. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Je subodore que vous connaissez, même si le titre exact vous échappe. Bref, ce livre, c'est « Le naufrage du Titan ». Alors franchement, nous disent les sites spécialisés, ce livre n'est pas super bien écrit. Il s'agit d'un livre d'aventure comme il en sortait des tonnes à une époque où la télévision et les réseaux sociaux n'avaient pas encore donné l'occasion aux gosses de devenir de braves petits cons, mais qui savent au moins comment on commande sur Temu. Mais sérieusement, ce livre est étrange. Les similitudes qui existent entre ce bouquin de Morgan Robertson et le vrai drame du Titanic sont étranges. Le naufrage du Titan raconte l'histoire d'un paquebot de luxe, le Titan, considéré comme insubmersible. Lors de sa traversée de l'Atlantique Nord d'est en ouest,
le Titan heurte un iceberg et sombre, entraînant de nombreuses pertes humaines, principalement à cause d'un manque de canaux de sauvetage. Voilà, c'est à peu près tout, mais c'est déjà énorme. Il n'en fallait pas plus pour que Robertson, qui s'en est pourtant défendu de 1912 à 1915, parce qu'après il est mort, soit considéré comme un voyant lumineux. Allez, débankage, comme disait le vendeur de prison animale. Les éléments prophétiques principaux sont ceux-ci. Le Titan partage de nombreuses caractéristiques avec le Titanic, notamment sa taille, son luxe, sa réputation d'être insubmersible et bien sûr son nom. Robertson a choisi le nom de Titan sans doute pour son côté monstrueux, grandiose, invincible justement. Ce n'est pas un choix anodin ni de son chef, ni du chef des ingénieurs de la White Star d'ailleurs, qui désirait 10 ans plus tard exprimer la grandeur et la puissance de leur nouveau jouet, des qualités communes aux deux navires. Il est important de savoir que Morgan Robertson était un passionné de la mer. Il semblerait qu'il soit même l'inventeur du périscope, véridique. Dès lors, comme de surcroît l'époque était déjà aux constructions navales de plus en plus titanesques, l'auteur n'a eu aucun mal à planter un décor tout à fait plausible pour le naufrage de son Titan à lui. Il s'agit bien d'un roman d'anticipation, puisqu'il a su prévoir les vulnérabilités potentielles des grands paquebots, telles que la confiance excessive dans leur insubmersibilité. Du reste, le manque de canaux de sauvetage du Titan puis du Titanic s'inscrit parfaitement dans cet état d'esprit de l'époque. On en met peu, puisqu'il n'en faut pas. Le Titanic n'était d'ailleurs nullement le seul du début du XXe siècle à avoir ce genre de problème structurel. Sinon, vous pensez bien qu'ils auraient laissé les gosses de la 3e classe monter sur le pont et prendre place dans les canaux pour être sauvés. Bon, ils étaient pauvres, d'accord, mais quand même. Dans le roman, le Titan heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord, sans doute en le traitant de simple glaçon. Bref, l'iceberg est donc heurté et fait couler le paquebot. Cette collision est un élément central de l'intrigue. Mais réfléchissons un instant. Si Morgan Robertson désirait commettre un roman qui ne soit pas fantastique ni de science-fiction, mais d'aventure, il n'avait pas beaucoup le choix dans les raisons du naufrage. Pas de pieuvres géantes, plus de pirates, pas encore de sous-marins dignes de ce nom, que sais-je encore. Je ne vois guère moi-même que 3 raisons possibles: la rencontre fortuite avec un autre bateau, une bombe à bord et un iceberg. Si vous voyez autre chose, écrire au bureau du journal qui transmettra. Du coup, il a choisi l'iceberg, et voilà. En conclusion, comme disait l'intestin, elle est dure celle-là, le naufrage du Titan semble bien, malgré son étrange prémonition, n'être que ça. Un roman prospectif, ni prophétique, ni surnaturel. Morgan Robertson a commis un livre qui était bien dans l'air du temps. Son amour et sa connaissance des affaires marines faisant le reste. Par contre, et là on touche au froid dans le dos, un an avant sa mort, Morgan Robertson écrit une nouvelle intitulée Beyond the Spectrum, où il dépeint un conflit futur entre les États-Unis et le Japon. C'est d'autant plus étrange que, vous le savez évidemment, un conflit similaire aura lieu quelques 30 ans plus tard. Dans la nouvelle, le Japon lance des attaques surprises contre des navires américains se dirigeant vers Hawaï, sans déclaration de guerre formelle. Une flotte d'invasion japonaise planifie même une attaque surprise sur San Francisco. Voilà, on pourrait aussi débunker cette nouvelle-là, mais j'ai la flemme, faites vos propres recherches. L'épisode 2e de mes pérégrinations à travers l'art réputé prophétique est quasiment arrivé à son terme. Encore une fois, inutile de me mettre des commentaires pour dire que j'ai oublié tel et tel ouvrage dans ma liste. Je ne le sais que trop. Je devais faire un choix, sinon j'avais tous les membres de la secte des maximum 30 minutes par vidéo, nom de Dieu, sur le dos. Je sais pertinemment bien qu'il existe moult bouquins de cet acabit. Mieux qu'on puisse voir de la prophétie en toute littérature. Qui nous dit par exemple que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo n'était pas tout entier une allégorie de l'incendie qui frappa la cathédrale il y a, je ne sais pas moi, 4 ou 5 ans. Ah, ben voilà, on ne sait pas. D'autant que la Zingara, la Esmeralda, oui, eh bien, elle a mis le feu à bien des pantalons depuis le 19e siècle. Ah, l'incendie de Notre-Dame, c'était en avril 2019 qu'on me dit dans l'oreillette directement reliée à l'Internet, qui lui-même est directement relié au gouvernement, qui m'a donc dicté toutes les conneries que j'ai dites jusqu'ici dans le but de vous endormir. Ce qui ne nous rajeunit pas. Et donc oui, toute la littérature pourrait être considérée comme prophétique, à condition de triturer le bazar pour que ça colle à nos croyances. Mais n'exagérons donc pas, c'est juste que les écrivains, et en tout cas certains, en véritables analystes de leur temps, ont capturé l'essence des dynamiques émergentes, transformant les œuvres en miroirs qui reflètent les nuances de notre époque actuelle, même si je ne suis pas certain de la pertinence grammaticale de cette phrase. Et pour peu qu'on soit légèrement Francis Lalanne sur les bords, il est tentant de
céder à l'illusion que l'art peut prédire l'avenir avec une précision inquiétante. Mais ces récits sont bien les reflets éclairés du présent de ceux qui les ont écrits. Je terminerai cette partie par une prophétie personnelle. Je prophétise que 80% d'entre vous vont vérifier que leur abonnement à ma chaîne n'a pas été supprimé malgré eux, car ce sont des choses qui arrivent régulièrement depuis quelque temps. YouTube est un fiefé j'en foutre. Plusieurs d'entre ces personnes vont s'exclamer que merde alors, parce que ce sera le cas, et vont cliquer sur et sur. Je prophétise également que je leur en suis très reconnaissant. Allez les amis, après avoir décortiqué les films dans une première partie d'anthologie, puis les pages de certains livres dans cette deuxième partie de tout aussi d'anthologie, je vous donne rendez-vous dans une semaine ou deux pour clore le triptyque des œuvres prophétiques, de façon qu'on se dira que c'est bon Dieu de bonjour encore d'anthologie. Et cette fois, je vous parlerai du monde fascinant de la musique, où les mélodies et les paroles cachent souvent des visions aussi surprenantes que complotables. À bientôt.